Bonsoir à tous, bienvenue dans Analyse Hebdo. Aujourd'hui, comme chaque semaine, nouvelle émission pour comprendre un peu plus les enjeux politiques et sociaux de la Guadeloupe. Avec nous pour en parler, Georges Calixte, politologue et docteur en sciences politiques. Bonsoir Georges. Bonsoir Marius, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Éclair TV. Votre analyse sur la crise sociale, la question du budget des EPCI et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie sont les sujets que nous allons aborder avec vous dans un instant. Georges Calixte, la crise sociale est devenue crise politique. Aujourd'hui, les négociations sont entamées, des accords de méthode ont été trouvés, des réunions ont été organisées. Peut-on constater une évolution dans la position des différents acteurs, syndicats, élus et gouvernements ? Alors, je vous propose de répondre à cette question en deux étapes. D'abord, de faire l'analyse chronologique des événements qui se sont déroulés cette semaine et leur interprétation possible en termes d'avancée ou de régression par rapport à la négociation, et nous verrons ensuite les stratégies envisageables. Alors, lundi, rappelez-vous que l'État qui ne veut pas rester en dehors du jeu a commencé autour de la jeunesse ses premiers ateliers. Les élus ont été informés et, paraît-il, ont même participé. Bien sûr, concernant ces ateliers et les conclusions qui seront consécutifs à ces ateliers, j'ai quelques interrogations puisque l'État n'a pas beaucoup communiqué sur la représentativité de l'échantillon de jeunes qui serait de nature à pouvoir permettre de tirer des conclusions suffisamment représentatives des attentes de la jeunesse. Donc il faut voir quelles sont ces conclusions et comment elles seront appréhendées. Il n'empêche que ces ateliers ont commencé au nombre de 3. Mais plus important, c'est le mardi. Le mardi était prévu une réunion entre le collectif et les élus. Et les élus, tout en restant d'ailleurs debout dans la salle, ont dit qu'ils ne pouvaient pas continuer à envisager ne serait-ce qu'un début de négociation dès lors qu'un des préalables qui avait été maintenu par le collectif, à savoir que l'État soit présent pour traiter de la thématique de la santé autour de l'application différenciée de l'obligation sanitaire, un de ces préalables n'était pas réuni. Et les élus ont donc décidé de prendre du recul puisqu'ils estimaient que la présence de l'État était nécessaire pour pouvoir faire avancer en tout cas le débat. Dans un troisième temps, le collectif a commencé toute une série de manifestations en appelant au renforcement de la mobilisation tout en fustigeant les élus qui hier, par un communiqué, ont rappelé qu'ils demandent la création d'un comité de pilotage pour voir dans quelle mesure il serait possible d'améliorer le fonctionnement des établissements de santé et en même temps, ils proposent qu'il puisse y avoir une analyse au cas par cas concernant ceux qui sont suspendus, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'hypothécaire, en tout cas de logique hypothécaire vis-à-vis de leur avenir. Voilà donc, si vous voulez, à quel point on en est, et on peut donc tirer deux conclusions. La première, c'est que l'État mène, si vous voulez, sa stratégie avec une certaine concertation avec les élus. Et dans un deuxième temps, entre le collectif et les élus, il y a beaucoup de difficultés de compréhension et vous avez entendu les propos tenus par le collectif à l'encontre, ce n'est pas l'égal, mais à l'encontre des élus qui étaient très durs. Et donc tout ça ne laisse pas forcément augurer d'une reprise de confiance. Alors justement, quel progrès peut être envisagé vers un début de négociation ? Alors pour avoir l'habitude de la médiation, il faut comprendre la méthodologie des syndicats et en général du collectif, et utilisée souvent d'ailleurs par l'UGTG. Il dépose une plateforme de revendication et dans cette plateforme, il y a des points qui sont placés de manière chronologique. Et tant que le premier point ne trouve pas un épilogue de solution, on ne passe pas à la négociation sur le second point. Il est donc
difficilement concevable en mettant en premier point la problématique sanitaire, alors même que l'État n'est pas présent et que les élus estiment qu'ils ne sont pas compétents. Il était difficile, vu cette méthodologie très axée sur la chronologie, de pouvoir trouver un accord. Maintenant, est-ce que le collectif ne pourrait pas assouplir sa position, qui consisterait à effectivement continuer, dans le cadre d'un atelier santé, à réfléchir, puisqu'il y a vraisemblablement des points de vue communs. On est tous d'accord pour que les pères et les mères de famille ne soient pas sanctionnés, en tout cas à l'extrême comme ils le sont, ni que leur avenir professionnel, d'autant plus que ce sont pour une bonne partie des fonctionnaires titulaires, ne soit pas hypothéqué. Donc là, je pense que sur un atelier santé, on peut trouver un consensus à minima. Mais ça ne veut pas dire que cet atelier santé doit conditionner d'autres ateliers, d'autant plus que les élus sont prêts à négocier, en tout cas dans le champ de compétences qui est le leur. Mais au-delà, si vous voulez, de ce premier aspect, il faut aussi que le collectif puisse correctement évaluer sa véritable puissance, parce qu'ils ont appelé à la mobilisation, en tout cas les syndicats. Nous verrons quel sera l'impact de cet appel à la mobilisation. Ce qui m'interpelle le plus, c'est que d'un côté, les jeunes sont en train de s'auto-organiser, en tout cas ne se reconnaissent pas forcément à travers le collectif comme étant leur porte-parole, donc leur intermédiaire avec les pouvoirs publics. Et vous avez constaté que se sont constituées des républiques territoriales, République de Margaillard, République de l'Aboucan, y compris avec des insignes distinctives, et qui, si vous voulez, revendiquent elles-mêmes une certaine autonomie au-delà du mouvement du collectif. Donc, si le collectif veut assurer une certaine cohésion, une certaine popularité du mouvement, il y a une diplomatie à mettre en place qui ne peut pas être dans la logique chronologique, à savoir c'est ça ou rien du tout. Autrement dit, où on discute de l'application différenciée de l'obligation vaccinale, ou alors on ne discute de rien. Il est incontestable que si cette situation reste en l'état, il y aura beaucoup de difficultés à pouvoir continuer la négociation, sachant que ça fait la deuxième fois que je le dis sur le plateau d'Éclair TV, que l'État et les élus, de toute façon, à un moment donné, vont se rencontrer parce qu'il y a beaucoup de thématiques que les élus, de toute façon, devront, en accord avec l'État, traiter parce que les compétences sont tout simplement enchevêtrées. Donc je pense que le collectif actuellement, c'est lui qui joue le plus gros en termes de légitimité, et que pour que cette légitimité ne soit pas entamée par une certaine méfiance populaire, voire même une certaine résignation, où on dit oui, le collectif a raison, mais en même temps, les conséquences en coût humain sont plus importantes que la motivation à pouvoir soutenir, et c'est ce qui fait que progressivement, un mouvement s'étiole. Donc, j'espère que très rapidement, il y aura un assouplissement des deux côtés, et que de toute façon, le dialogue devra s'installer entre Guadeloupéens, puisque l'État, et je ne cesse de le répéter, va prendre des initiatives visant à un moment donné à attirer les élus qui devront quelque part, en grande partie, camper sur les positions qui seront arrêtées par l'État. Alors, attendant, le calme est revenu en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut imaginer à la rentrée que des turbulences apparaissent au vu de la lenteur des négociations ? Les syndicats ont eux-mêmes dit par la voix d'un de leurs porte-parole qu'il n'y aurait pas de trêve des confiseurs. Ça veut donc dire qu'on n'attendra pas le début de l'année prochaine. Il risque d'y avoir des perturbations, y compris pendant les fêtes de Noël, sachant qu'il appartient sur le plan toujours du rapport coût-avantage de savoir est-ce que la perturbation des habitudes socioculturelles qui sont les nôtres pendant les fêtes de Noël, et regardez bien comment l'État, là aussi, joue, puisque vous avez vu que nos indicateurs sanitaires semblent bons.
Ça veut donc dire que l'État dira, mais ce n'est pas moi qui ai créé des restrictions pendant les fêtes de Noël, ce sont les perturbations qui ont amené à ce que la convivialité et toute la familiarité qui caractérise la Guadeloupe pendant les fêtes de Noël, n'ont pas pu trouver une assise parce qu'il y a ces perturbations. Donc voilà, quand on prend ce genre de décision, il faut calculer, et je ne cesse de répéter, il y a quand même un acteur qui est féru à ce genre d'exercice par rapport à la division pour mieux régner. C'est l'État, on l'a même vu d'ailleurs dans l'Hexagone il n'y a pas très longtemps avec les Gilets jaunes. Et donc, quand on prend une telle décision, on ne peut pas méconnaître les effets au niveau de la population et tenir des propos qu'il y aura des effets collatéraux ou alors la métaphore créole, Jean et Panisec. Non, mais on ne peut pas fonctionner sur cette logique-là. Bien, je vous propose de passer au deuxième thème de la semaine. Vous allez nous parler dans un instant des budgets des EPCI et des conséquences lorsqu'un budget supplémentaire n'est pas voté. Georges Calixte, quelles sont les conséquences lorsque le budget supplémentaire d'un EPCI n'est pas voté? La CARL a été confrontée à cette difficulté il y a quelques jours. Et je vous confirme que d'abord, ça a des conséquences importantes, surtout au niveau des salaires. Alors rappelez quand même aux téléspectateurs qu'un budget supplémentaire, c'est exactement comme le budget que l'on gère à la maison, mais à l'échelle d'une communauté d'agglomération. Vous devez dépenser pour l'essence, pour les vêtements, pour la nourriture. Et quand arrive à peu près les 3/4 du mois, vous vous rendez compte que vous n'avez pas suffisamment d'argent sur le budget nourriture pour vous nourrir. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de l'argent sur le budget essence et vous le mettez sur le budget nourriture. En fait, concernant la CARL, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que la comptabilité a alerté Cédric Cornet en lui disant « Attention, nous avions au budget primitif inscrit 5,3 millions, mais dans les prévisions, il reste 2 mois à payer, novembre-décembre, nous ne pourrons pas. Pour pouvoir payer, il faut ajouter 700 000 euros. Donc, premier élément, cette décision du Conseil communautaire permettait d'équilibrer les lignes les plus urgentes, dont celle des salaires. Alors me direz-vous, qu'est-ce qui peut maintenant se passer concernant les salaires des agents, puisque dans la majorité des collectivités, le chapitre 12, qui concerne la rémunération du personnel, reste celui qui est écoutez, le plus urgent, parce que d'abord en tant que fonctionnaire, tout service fait doit se traduire par une rémunération, et donc 2 cas de figure peuvent se présenter. Le président de l'EPCI rencontre le comptable, parce qu'il y a une différence entre lui qui ordonne, mais le comptable qui paie. Et même s'il ordonne et que la ligne budgétaire est vide, le comptable ne peut pas payer. Maintenant, il peut y avoir des exceptions qui se sont déjà produites d'ailleurs dans l'Hexagone, si la ligne budgétaire n'est pas suffisante, mais qu'il y a suffisamment de liquidité sur le compte de la commune, à titre exceptionnel, le percepteur, puisqu'il faut payer les salaires des fonctionnaires, c'est un droit, le percepteur peut procéder au paiement des salaires sous réserve, bien évidemment, d'une régularisation ultérieure. Premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, qui peut être également, à mon avis, le plus probable, c'est que le Code général des collectivités territoriales dit qu'à partir du 1er janvier de l'année N+1, donc à partir du 1er janvier 2022, en attendant le vote du budget primitif, il est possible de s'appuyer sur les lignes budgétaires du budget précédent, qui, je vous rappelle, pour le personnel, c'était 5,3 millions. Donc, à partir du 1er janvier, il est tout à fait loisible à Cédric Cornet, l'actuel président de la CARL, de pouvoir signer les mandats, et à ce moment-là, le percepteur, en tout cas le payeur, ne peut pas invoquer un problème d'indisponibilité ou de liquidité pour pouvoir effectivement ne pas payer les agents. Donc je vous confirme que ça a des conséquences importantes, puisqu'il y a un risque important que les fonctionnaires de la CARL soient payés avec un certain décalage au regard de la deuxième hypothèse, c'est-à-dire attendre le 1er janvier pour pouvoir qu'il y ait réglementairement la possibilité d'utiliser la ligne budgétaire servant à la rémunération des fonctionnaires. Avec une compensation pour le retard ou pas nécessairement? Les fonctionnaires ont tout à fait la possibilité
de pouvoir saisir la juridiction administrative pour demander des intérêts moratoires, puisque la règle établie par le droit, c'est que tout service fait doit se traduire par une rémunération. S'il y a un manquement du fait de l'administration, l'administré est tout à fait habilité à pouvoir demander des dommages et intérêts. Alors toujours au sujet de la CARL, le conseil communautaire peut-il démissionner son président? Alors c'est également un deuxième débat et la réponse s'avère plutôt non. Alors pour trois raisons. La première, ce que peut faire le conseil communautaire, c'est à la majorité de ses membres de demander au maire la démission. Si le maire refuse, j'ai fait le point sur la jurisprudence et le conseil communautaire dispose de deux possibilités. La première, le conseil communautaire peut blâmer le président, donc voter à la majorité un blâme. C'est ce qui a d'ailleurs été admis par le Conseil d'État le 29 juillet 1994. C'est la jurisprudence 126-383 qui valide le blâme voté par un conseil municipal pour son maire. Et je répète que du point de vue du droit, il y a ce qu'on appelle les logiques de similitude. En général, ce qui se passe au niveau des communes se passe au niveau de l'intercommunalité, à quelques exceptions près, tout simplement parce que l'intercommunalité est censée être le reflet des communes. Donc, si à la majorité, il est demandé la démission du maire ou du président d'un EPCI et que ce président refuse de démissionner, il y a la deuxième solution qui est celle du blâme. Mais quand bien même il est blâmé, il peut fort bien dire « je ne démissionne pas ». Il reste donc une troisième solution, c'est que tous ces actes administratifs, alors aussi bien ces budgets que ces délibérations, sont tous rejetés. Ça veut donc dire qu'il est dans la paralysie quasi totale et quand ce cas d'espèce se produit, eh bien, administrativement, il est difficile au président d'un EPCI de se maintenir puisqu'il n'a plus aucun pouvoir. Il ne peut plus être ordonnateur puisque ses budgets sont rejetés. Il ne peut même plus prendre des délibérations puisque celles-ci seront de toute façon systématiquement rejetées par le conseil communautaire. C'est vrai que dans ce cas d'espèce, au nom du principe de libre administration, le président d'un EPCI, comme un maire d'ailleurs, il a été élu par le conseil municipal, mais pour le révoquer, il n'y a qu'un décret pris en conseil des ministres qui peut aboutir à la révocation. Ce que peut faire maintenant le conseil communautaire, c'est quasiment le bloquer jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une situation où il ne pourrait pas, en tout cas il n'a plus sa raison d'être en tant que président. Et même là encore, il peut toujours faire de la résistance, mais à un moment donné, le préfet, face à une situation où il y a une obligation de service public par rapport auquel il y a des manquements, puisqu'il ne peut prendre aucune décision, ni ordonner aucun mandat, à partir de ce moment-là, le préfet prendra la main. Alors reste également une solution, mais qui est peut-être beaucoup plus difficile au niveau des EPCI, c'est si le tiers des membres qui font partie du conseil communautaire démissionnent, sachant que le législateur, lors des élections municipales, avait, si par exemple un EPCI, une commune avait droit à 3 représentants, en fait, il y en avait 5, 2 de plus. Donc il faut en réalité que, ceux qui démissionnent, ils soient remplacés par ceux qui suivent, mais il faudrait également que ceux qui suivent démissionnent. Là, c'est un processus qui me paraît quand même vraiment difficile. Bien, je vous propose de passer au troisième et dernier thème de la semaine. Nous allons nous intéresser à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie au lendemain du référendum sur l'indépendance. Georges Calixte, la victoire des loyalistes au troisième référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est écrasante. Quel avenir se dessine pour ce territoire désormais ? D'abord toujours la chronologie des faits. Rappelez-vous que la Nouvelle-Calédonie
est une collectivité qui a un statut très particulier dans la République française, puisque un titre de la Constitution lui est consacré, c'est le titre 13. Et ce titre 13 a été bâti sur la base des événements qui se sont produits dans les années 80, où il y a eu de nombreux morts, et où il y a eu une négociation à Matignon en 1988 et une autre négociation à Nouméa en 1998, et il avait été prévu que 20 ans après 1998, il y aurait 3 référendums qui se sont déroulés. Le premier en 2018, pour l'indépendance, il y a eu 42%. Le deuxième, il y a eu 47% pour l'indépendance. Et il se trouve que les mouvements indépendantistes avaient demandé à ce qu'il y ait un report des élections en raison, ont-ils avancé comme argument, de la crise sanitaire. Et le gouvernement l'a maintenu. Ils ont adopté la stratégie demandant l'abstention. Et effectivement, si 95% des Néo-Calédoniens ont dit oui à l'appartenance à la France, c'est parce qu'il y a quand même près de 54% de Néo-Calédoniens qui se sont abstenus. Donc, si vous voulez, sur le plan de l'accord, bien sûr, en termes constitutionnels, il y a eu un référendum. Ce sont ceux qui se sont exprimés qui font foi en ce qui concerne les décisions qui peuvent être prises. Mais il est important de noter que 54% de la population de Nouvelle-Calédonie ne s'est pas exprimée. Et je reste persuadé que, vu le progrès du oui à l'indépendance, s'il y avait des conditions à peu près stables, je reste persuadé que les choses auraient été très équilibrées entre les partisans et les opposants à l'indépendance. Alors je voudrais rappeler la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on parle souvent d'autonomie, mais au niveau de la République, c'est quand même le territoire qui a le plus d'autonomie. Un président de la République, enfin pas de la République, un président de Nouvelle-Calédonie. Il y a également un gouvernement, avec même un ministre de l'Éducation. Il y a non seulement un gouvernement, mais une assemblée délibérante. Et lorsque cette assemblée délibérante prend une délibération dans son domaine de compétence, il n'y a que le Conseil constitutionnel qui peut vérifier la constitutionnalité de la loi au regard du titre 13 de la Constitution. Donc c'est pour dire comment la Nouvelle-Calédonie allait très loin. Et je ne cesse de dire que même au niveau de la justice, quand la justice elle est rendue un pays kanak, mais le juge civil est assisté d'assesseurs du droit coutumier, de manière à ce que la justice soit rendue un pays kanak, mais au regard également d'un certain nombre de traditions locales. Donc pour vous dire la puissance des décisions prises par l'Assemblée de Nouvelle-Calédonie, le Conseil d'État n'est pas compétent. C'est le Conseil constitutionnel, exactement comme le Parlement français votant une loi. Si cette loi n'est pas appliquée, eh bien, obligatoirement, le Conseil constitutionnel, c'est lui qui doit être saisi. Et il y a une jurisprudence qui est intéressante parce qu'à un moment donné, il y avait eu le recrutement d'un certain nombre de fonctionnaires qui n'étaient pas originaires de l'île, qui est donc la préférence locale. Et donc, le Conseil de Nouvelle-Calédonie, l'Assemblée, s'était opposé à la loi qui acceptait le recrutement d'autres personnes, et le Conseil constitutionnel leur avait donné raison en disant qu'au regard des accords de Nouméa, il ne peut y avoir un recrutement extérieur qu'à un autochtone qu'à la condition qu'il ait été fait la preuve qu'il n'était pas possible de recruter des autochtones ou des originaires. Donc c'est vous dire, si vous voulez, jusqu'où ils sont en termes d'autonomie. Et c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie, maintenant, il y a un certain nombre de questions à se poser. Alors justement, la Nouvelle-Calédonie va-t-elle garder ces mêmes institutions au vu de toutes ces données? Voilà. Alors ce qui est prévu, c'est que pendant 18 mois, il y ait ce qu'on appelle une période de transition. Alors, la Nouvelle-Calédonie va-t-elle, excusez-moi, conserver ses institutions? Voilà, c'est la question qu'il va falloir se poser. Et je vous donne un exemple. En Nouvelle-Calédonie, l'université
est géré par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et le ministre de l'Éducation. Donc là, dès lors qu'il y a une volonté exprimée de rattachement à la France, comment les futurs gouvernants, pendant les 18 mois, appréhenderont ce rattachement? Est-ce qu'il va se traduire par le renforcement de certaines missions régaliennes qui avaient été laissées à la Nouvelle-Calédonie et qui, par conséquent, peut être récupérées par l'État, puisque les lois de la République, à ce moment-là, quand bien même on est dans l'article 74, devront s'appliquer de beaucoup plus largement. Donc, j'attends, puisque je reste persuadé que, quels que soient les futurs gouvernants, il y aura une modification de la Constitution et que cette modification aboutira non seulement pour la Nouvelle-Calédonie, mais également pour tout l'outre-mer. Et dès lors que ça aboutit pour tout l'outre-mer, nous à la Guadeloupe, nous serons directement concernés. De même qu'il y a une modification en mars 2003, il y a vraisemblablement une modification qui interviendra, en tout cas au cours des mois à venir. Et donc, le problème de l'autonomie sera relancé en même temps d'ailleurs qu'il y a la période de transition pour la Nouvelle-Calédonie. Dans tous les cas de figure, il y a quand même la problématique à maintenir la cohésion de la société néo-calédonienne entre les Caldoches et les Kanaks. Et donc, ce sont les acteurs sur place qui seront en mesure de pouvoir trouver le consensus à minima. Et je ne pense pas pour l'instant que réintroduire plus d'État dans le fonctionnement des institutions néo-calédoniennes sera de nature à apaiser les tensions. Au contraire, je reste persuadé que les acteurs qui ont trouvé pour l'instant un certain modus vivendi en pays indépendantiste, en tout cas pays kanak, où les Kanaks sont en majorité indépendantistes, eh bien il y a quand même une certaine autonomie de fonctionnement, ne serait-ce que relatif aux aspects coutumiers, et par conséquent, il ne faut pas qu'avec le temps, ces éléments de spécificité puissent être mis en cause par le renforcement des prérogatives régaliennes de l'État. Merci Georges pour votre analyse, encore une fois pertinente. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Analyse Hebdo. Passez une excellente semaine sur Éclair FM TV.